Bonjour à tous, si je vous parle d'aconite, certains reconnaîtront cette petite fleur violette de montagne, qui est aussi belle que toxique, mais ce fut également le nom de l'une des corvettes des forces navales françaises libres, qui durant le second conflit mondial a marqué à jamais l'histoire de notre marine. Alors tout d'abord, quelques petites présentations sont nécessaires. La corvette Aconite est commandée par le lieutenant de vaisseau Levasseur et c'est l'une des 9 corvettes de type Flower que les Britanniques vont prêter aux forces navales françaises libres pour le temps de la guerre. Ces petits bateaux, ils sont principalement dotés pour la guerre anti-sous-marine, ce qui les amène à devoir régulièrement participer à des escortes de convois alliés, notamment en Atlantique Nord, et c'est pourquoi notre corvette Aconite va appareiller de Terre-Neuve le 5 mars 1943. Son objectif est très simple, rallier le convoi HX-228 qui lui est déjà en route pour la Grande-Bretagne. Le convoi en question se compose de 61 navires. L'Aconite n'est donc pas seul dans cette mission d'escorte, puisque vous allez retrouver les destroyers britanniques HMS Harvester, le chef de convoi, ainsi que le HMS Escapade, mais aussi les Polonais avec le Garland et le Burza, et également 3 autres sister ships de l'Aconite, les corvettes françaises Renoncule et Roselis, ainsi que la britannique HMS Narcissus. L'Aconite rejoint le convoi et son escorte le 6 mars au matin, avant l'entrée en scène des Américains l'après-midi qui vont rallier le convoi avec le porte-avions USS Bogg et ses 2 escorteurs, l'USS Belknap et l'USS Badger. Le 7 mars 1943, le convoi fait route au nord-est et les avions de l'USS Bogg vont alors commencer leur première patrouille. Mais voilà, la météo se dégrade et il fait tellement froid que sur l'Aconite, par exemple, les grenades anti-sous-marines et les hedgehogs ont littéralement gelé. Alors, petite parenthèse, un hedgehog, ce qui veut dire hérisson en français, c'est quoi? C'est simplement un genre de gros mortier conçu pour la lutte anti-sous-marine. Mais revenons à notre convoi. 2 jours plus tard, le 9 mars donc, les avions de l'USS Bogg sont bloqués à cause du temps depuis la veille, quand les premiers contacts radio avec les sous-marins ont lieu. Alors, rien d'étonnant, puisque la bataille de l'Atlantique fait rage, mais c'est surtout que les Allemands viennent d'intercepter et de décrypter un message britannique indiquant la position du convoi HX-228 au 8 mars. Comme le hasard fait bien les choses, le groupe de sous-marins Neuland, composé de 11 U-boats, se trouve un peu plus à l'est. Il va alors recevoir immédiatement l'ordre de changer sa trajectoire et de rejoindre le point de passage du convoi. Il n'est pas loin de midi et demi le 10 mars 1943, quand les avions de l'USS Bogg qui ont pu reprendre leur activité vont repérer et attaquer sans succès un sous-marin. Mais dites-vous bien une chose, si les Alliés ont repéré un U-boat, le U-336 a lui aussi repéré sa proie, le convoi HX-228. Conformément à ce qui était prévu, le porte-avions et son escorte vont alors quitter dans l'après-midi le convoi, et la journée déclinant, chaque bateau va alors rejoindre son poste pour passer une nouvelle nuit en Atlantique Nord. Mais voilà, le U-336 est de retour, et ce coup-ci pas tout seul, puisqu'il a ramené avec lui toute sa petite bande de potes. À 20h24, les Allemands décident donc de passer à l'offensive et torpillent 3 navires. L'un d'entre eux, le Luckenbach, chargé en munitions, va alors finir par exploser. L'Aconite reçoit l'ordre de protéger le navire en charge de récupérer les survivants. Le convoi reprend sa route, mais les Allemands n'ont pas dit leur dernier mot. À 1h15, ils repassent à l'attaque et ce coup-ci torpillent 2 navires simultanément. Le HMS Harvester va alors apercevoir un U-boat en surface, qui l'engage et les prône. Mais le submersible, quoique touché, réussit tout de même à s'échapper. Le Harvester va alors demander du soutien à l'Aconite. Les Français vont rapidement repérer le sous-marin, l'engager et à l'image de leurs camarades anglais, décider également de les prôner. Mais là, ce coup-ci, c'est l'éperonage de trop pour le U-444 qui va finir par sombrer, offrant ainsi à l'Aconite sa première victoire et ses 4 premiers prisonniers de guerre. La corvette Aconite, victorieuse, va alors rejoindre le HMS Harvester qui lui s'occupe de récupérer les derniers naufragés. Mais pour les Britanniques, l'impact n'a pas été sans conséquence et leurs machines en ont salement souffert.
Le bâtiment anglais va alors devoir faire route à vitesse réduite et céder son commandement à son homologue, le HMS Escapade. Ils vont également demander à la corvette Aconite de bien vouloir les couvrir. Du côté français, l'éperonnage n'est pas non plus sans conséquence, puisque l'Aconite subit une avarie sur son antenne de transmission radio. 3h40, les Allemands remettent le couvert et font une nouvelle victime au sein du convoi HX 222. La corvette française Renoncule va alors apercevoir un écho, passe à l'attaque et est suivi par le destroyer polonais Garland. Voyant ça de loin, le Harvester va alors décider de se séparer de l'Aconite en la renvoyant défendre le convoi. Un choix qui pourrait lui être fatal. Il est 8h30 en ce matin du 11 mars 1943 quand les marins de la corvette Aconite aperçoivent un panache de fumée et reçoivent un message du Harvester lui signalant qu'il est désemparé. Ne pouvant prévenir leur chef de mission, l'Escapade, ils vont alors quand même décider de faire demi-tour et de voler au secours de l'Anglais en détresse. À 11h30, l'avarie sur ses antennes de transmission terminée, l'Aconite va alors pouvoir prévenir la HMS Escapade de la situation. Très vite, les choses vont s'accélérer. 11h55, les marins français aperçoivent au loin une forme noire leur faisant penser à un kiosque de sous-marins. Ces derniers passent au poste de combat, se rapprochent et se rendent compte qu'en réalité, il s'agit d'un radeau de sauvetage avec du monde à son bord. Et voilà, en temps de guerre, les pauses sont souvent de courte durée, une détonation se fait entendre, suivie d'un ultime message du Harvester signalant qu'il est torpillé. Midi 12, un sous-marin est vu en surface. Ce dernier plonge, mais les marins français ne sont vraiment pas décidés à le laisser partir et décident de le prendre en chasse. Une longue partie de cache-cache va alors commencer. Grenades anti-sous-marines, hedgehog, sonar, bref, tous les moyens sont bons pour déloger le sous-marin qui va faire surface à 13h10. À ce moment-là, l'Aconite se tourne vers lui, toute arme dehors. Le canon de 4 pouces, les canons de 20 mm ainsi que les fusils mitrailleurs vont ouvrir le feu. 4 obus vont d'ailleurs toucher le sous-marin, un va même faire exploser son kiosque. 13h15, l'Aconite aborde le U-432 qui sombre, lui laissant 20 prisonniers de guerre supplémentaires, dont le commandant en second du submersible. Vient ensuite le tour du sauvetage des marins du Harvester, une activité qui va prendre toute l'après-midi à l'Aconite, mais qui va permettre de sauver 29 marins britanniques et 18 marins issus de différents cargos et ayant trouvé refuge à bord du Harvester. Mais revenons quelques instants sur le U-432, coulé précédemment par l'Aconite. Si tous les marins allemands interrogés confirment avoir coulé le Harvester suite à 2 torpilles, ils sont tous aussi d'accord sur un point, celui qu'ils n'ont jamais fait surface à l'issue de leur torpillage. En fait, ils confirment tous être restés sous l'eau, qu'ils ont même commencé à fêter leur victoire et qu'une grosse partie de l'équipage était en train de manger. Ce qui les a fait remonter, ce sont les avaries causées par les bombardements de l'Aconite qui les a pris par surprise. Ceci laisse à penser au commandant de l'Aconite, le lieutenant de vaisseau Levasseur, que le premier sous-marin aperçu en surface n'était donc pas le U-432, mais un autre sous-marin qui, lui, a réussi à prendre la fuite. Le 12 mars, la corvette Aconite, escortée par son sister ship britannique, le HMS Narcissus, va alors rejoindre le convoi. Malheureusement pour les Français, le dernier éperonnage a coûté très cher à leur petite corvette et ils n'ont plus les moyens de continuer leur mission. Ils vont donc être détachés du convoi et c'est seuls qu'ils vont devoir rallier la ville de Greenock en Écosse. Mais les Français ont récupéré de nombreux rescapés. Qui dit des rescapés dit aussi des blessés. L'infirmier de l'Aconite est alors débordé et surtout il n'a pas trop de moyens. C'est ça qui va pousser le second médecin du destroyer polonais Garland à se jeter dans une embarcation avec du matériel et à partir seul par ses propres moyens rallier la corvette Force navale française libre afin de donner un coup de main. Malheureusement, tout ceci ne sera pas suffisant et l'un des prisonniers allemands va alors mourir de ses blessures. Le 13 mars, le lieutenant de vaisseau Levasseur va alors faire rassembler les marins français, les rescapés des cargos, mais aussi tous les marins allemands, ainsi que ses gardes d'honneur, et ensemble ils vont rendre un dernier hommage à ce pauvre marin avant de donner son corps à l'océan. Le lendemain, l'Aconite arrive triomphalement à Greenock. Applaudissements, musique, journalistes et photographes de la presse admiralty division, et même un amiral tout droit venu de Glasgow fait le déplacement. Alors, pourquoi un tel engouement? L'Aconite peut se targuer de ramener 24 prisonniers de guerre, de nombreux rescapés anglo-américains,
a réussi à venger le HMS Harvester avec une rapidité fulgurante et a aussi battu un record, celui de couler 2 sous-marins adverses en moins de 12 heures. Et les honneurs ne s'arrêtent pas là, puisque le 18 mars, l'Aconite fait son entrée en cale sèche sous fond de Marseillaise et de banderoles de bienvenue. Le soir même est d'ailleurs organisé un repas suivi d'un concert musical pour tous les marins français. Enfin, le 10 avril, la corvette française est de nouveau prête au combat. 21 avril, c'est le général de Gaulle en personne qui vient à bord remettre des médailles et des citations, faisant de la corvette Aconite la première unité navale des forces françaises libres à être faite compagnon de la Libération. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, 3 autres bâtiments ont porté le nom d'Aconite dans la Marine nationale. La dernière en date et toujours en service actif est une frégate de type Lafayette, et elle porte encore aujourd'hui sur son mât de beaupré les couleurs des forces navales françaises libres, et ses marins portent sur leurs épaules les fourragères de la Croix de la Libération et de la Croix de guerre 39-45. Revenons une dernière fois sur le convoi HX-228. Sur les 61 navires partis au départ, 4 cargos seront coulés, 2 autres endommagés, et l'escorte perdra un destroyer. Côté allemand, ce seront 2 sous-marins de coulés et 2 autres endommagés. Voilà, ainsi s'achève cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Ce qui est certain, c'est que désormais le flambeau est entre vos mains. En tout cas, moi, c'est un épisode qui m'a fait particulièrement plaisir, puisque la première sortie officielle de Passeurs de mémoire s'est faite à bord de la frégate Aconite, à l'occasion d'une sortie des familles, afin de présenter l'histoire de leurs anciens. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, et même pourquoi pas carrément vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt.